Une femme âgée achève de préparer un lit dans la modeste chambre d'une des fermes encore debout. Yassir entre dans la petite pièce en se voûtant, soutenant Martinez, que ses jambes refusent de porter. La femme le fait asseoir sur l'édredon gonflé de plumes et désinfecte sa plaie avec soin. Le sergent grimace au contact de l'alcool et ne peut réprimer un râle lorsqu'elle panse son thorax. Exsangue, fiévreux, il trouve enfin le repos, lorsqu'Abdelkader entre dans la pièce. Le caporal cherche des yeux de quoi obstruer les fenêtres afin de sécuriser la chambre. D'un signe de tête, Yassir lui indique la lourde armoire de linge qu'il pousse devant la première des ouvertures. La plaque de marbre d'une coiffeuse protège la seconde. Le caporal s'approche alors du blessé et lui tend un fusil, tandis que Yassir quitte la pièce, laissant les deux chefs à un peu d'intimité. « Ça va aller, sergent-chef ?» L'autre est désespérément faible, mais il parvient à esquisser un sourire. « Tu as bien fait, Balaïdi. J'aurais pris la même décision que toi. » Les deux hommes se regardent, plus émus qu'ils ne le voudraient. Le caporal sourit à cette reconnaissance tardive. De l'autre côté de la rue, Messaoud a repéré la vaste cave d'un corps de ferme, qui peut servir d'abri aux habitants du hameau. Aidé de Yassir et Saïd, bientôt rejoint par Abdelkader, il a entrepris d'aménager le refuge à grand renfort de matelas, de planches, de tout ce qui pourrait préserver des vies, et fait entasser ses protections hétéroclites devant les soupiraux. Puis vient le moment de faire descendre toute la population angoissée le long de l'échelle. Les petits surtout sont nerveux, percevant sans doute l'inquiétude de leurs parents dépassés par les événements. Ils cherchent l'encouragement dans les regards des soldats français. En bas, dans la cave, ceux-ci s'efforcent de sourire à chacun. Une grande femme maigre, nerveuse, cède soudain à la panique et se met à crier « On va tous y rester. Je ne veux pas crever là-dedans. » Un vieil homme la fait taire en la serrant contre lui. Il caresse ses cheveux avec douceur, chuchotant son prénom. Les cris ont impressionné une petite fille qui éclate en sanglots. Saïd prend un air rassurant et se penche vers elle, mettant doucement ses mains sur les épaules de l'enfant. « Tu t'appelles comment ?» Intimidée, la petite s'est brusquement tue et lui répond entre deux hoquets « Catherine. »« Catherine, c'est joli. Tu connais une chanson ?» Elle hoche la tête. « Tu me la chantes, rien que pour moi, pour me donner du courage ?» La voix s'élève, tremblotante. Le silence s'est fait sous la voûte de pierre. L'enfant, valorisé par cette attention inhabituelle, prend de l'assurance. Sur ses joues, les larmes se sont taries. Saïd s'écarte, laissant la place à une jeune fille, sans doute la sœur de la petite, qui se joint à la chanson enfantine. C'est une comptine alsacienne, en français mêlé d'allemand. Sans bruit, les tirailleurs sortent de la cave. C'est Yassir qui enferme l'accès. En se redressant, le goumier croise le regard d'Abdelkader. Yassir désigne la cave. Je me battrai pour eux. Son ton grave laisse soudain la place à un demi-sourire. Heureusement qu'il n'y a pas que toi pour les défendre, caporal. Tu ne sais pas te battre.
Armoires, charrues renversées, meubles divers, le tout coiffé de charrettes à bras. Une étrange barricade protège maintenant la seule route d'accès au village depuis le pré enneigé. Abdelkader ne peut détacher ses yeux de l'étendue blanche, paisible. Tout est si calme en cet instant. Il murmure pour lui-même. On dirait que la guerre est finie. Mais il se ressaisit aussitôt et se passe une main sur le visage pour chasser cette idée saugrenue. Il se tourne vers les autres, qui le regardent silencieux, attendant ses consignes. Ce n'est pas le moment de se laisser aller. Il désigne sa position à Messaoud, un cabanon en bois à l'entrée du village. Son branché et le tireur s'éloignent tranquillement vers l'entrée du village. Au passage, il s'arrête devant Saïd, dont les lèvres pincées et les joues creuses disent bien que son apparente détermination dans la cave résultait d'un énorme effort sur lui-même. Ne t'en fais pas. Après cette mission, tu seras première classe. Tu n'auras plus besoin du sergent. Ça vaut le coup. Messaoud donne une puissante accolade au grenadier. Saïd s'écarte de la large étreinte avec le petit sourire distant de celui qui n'est pas dupe. Mais au fond, il est touché par cette remarque d'amitié. Pendant ce temps, Abdelkader a emmené Yassir de l'autre côté de la grande rue du hameau. Le goumier disparaît dans l'obscurité du rez-de-chaussée d'une habitation, puis réapparaît dans l'encadrement d'une des fenêtres de l'étage. Enfin, le caporal se tourne vers Saïd, qui le suit jusqu'à l'autre bout du village, où un pont jette une arche grossière par-dessus un petit ravin. Le grenadier aura pour mission de défendre cette entrée, depuis une masure aux fenêtres brisées qui se tient sur l'autre rive. À mi-chemin du pont, avant de se séparer, Abdelkader sort son paquet de cigarettes et en offre une à Saïd. Il fume en silence, regardant le lit gelé du cours d'eau en contrebas. Saïd grelotte. Il fixe tout en bas les pierres, prisonnières de la glace. Qu'est-ce qu'on fait ici, caporal? Abdelkader regarde au loin de minces fumerolles bleutées qui s'élèvent derrière la ligne du remblai. Saïd a-t-il remarqué lui aussi les émanations du campement allemand si proche? Le caporal porte ses doigts gourds à sa bouche, en retire la cigarette du geste élégant de cet acteur vu avant la guerre dans un film français. Un film était question d'illusion et de monde qui bascule. Mais Abdelkader ne retrouve plus les mots du héros au moment fatidique. Quand la guerre sera finie, si tu restes dans l'armée, tu feras un très bon sergent, Saïd. Le grenadier secoue la tête doucement en signe de dénégation. Lui aussi a les yeux rivés sur le mince bandeau de fumée qui signale les ennemis. Je ne crois pas qu'on va s'en sortir, caporal. Abdelkader sent le regard de Saïd peser sur lui, et craignant que sa voix ne trahisse sa propre angoisse, il s'efforce de sourire. On s'en est toujours sorti. Les deux hommes continuent de fumer, appuyés sur le parapet du pont. Puis Abdelkader jette son mégot qui glisse sur la surface gelée du ruisseau et se redresse d'un air résolu. À tout à l'heure, Saïd. Le grenadier fait mine d'être ragaillardi. Il regarde Abdelkader s'éloigner, puis pénètre dans la maisonnette ravagée par les combats précédents. Il se dirige vers l'une des fenêtres, en déblaye au rebord du revers de la main, puis il dépose soigneusement son tas de grenades qu'il ordonne
en petite pyramide. Ses yeux se posent sur le vieux thermomètre extérieur qui indique -20. Il secoue la tête. Ça devrait être interdit, un froid pareil. Alors qu'il finit d'empiler ses explosifs, un bruit le fait tressaillir. Il aperçoit du coin de l'œil une silhouette légère qui se faufile le long du mur vers une grange située en retrait. Saïd saisit une grenade et s'approchant prudemment de la porte qui bat dans le vent. Il reconnaît à sa taille fluette la jeune fille de la cave, celle qui ressemble tant à la petite Catherine. Elle sursaute apeurée, étouffant un cri en reconnaissant Saïd. « Ça va pas devenir traîner là. Tu veux mourir ?» La jeune fille lui montre son seau. Elle est tremblante et fragile, mais son regard se fait presque insolent. Tant la réaction du grenadier lui semble hors de propos. « Je vais chercher du lait pour les petits. » Il hésite, puis lui prend son seau, décide de l'escorter jusqu'à l'étable. Les doigts de la jeune fille pressent les pieds gonflés d'une vache au flanc creux. Assis de l'autre côté de l'animal, Saïd regarde avec étonnement ses gestes précis et rapides et la phénoménale quantité de lait qui jaillit des mamelles, sans rapport avec la production des chèvres de son Atlas natal. Elle peut en remplir combien comme ça? La jeune fille rit de son étonnement. 2, 3 seaux, ça dépend. Vous voulez essayer? Saïd, tenté, avance timidement la main vers l'épi. Il la rétracte aussitôt, surpris par leur douceur et leur élasticité. La jeune fille sourit et reprend la traite, jetant de temps à autre de petits regards furtifs sur le soldat qui se trouble de sentir sa respiration toute proche. Lorsque le seau est rempli, il contourne la vache et le prend des mains de la jeune fille. Leurs doigts se frôlent, cette fois, c'est elle qui retire vivement sa main. Tous deux marchent côte à côte dans le village désert. La buée qui sort de leur bouche forme un seul et même petit nuage. La jeune fille regarde Saïd à la dérobée. « Vous n'avez pas peur ?» Saïd fait non de la tête. « Je n'ai jamais peur. » Elle le regarde avec tant d'admiration qu'il est contraint d'avouer « En fait, si, parfois j'ai peur, mais il ne faut pas le dire. » Il continue de marcher en silence, prenant garde de ne pas glisser sur le verglas. Les garçons d'ici sont morts sur le front russe. Le jeune homme ne sait pas très bien pourquoi elle vient de dire ça. Il sent juste que son cœur bat très fort et qu'il transpire malgré le froid. Ils se sont arrêtés là, au milieu d'une écurie, et la guerre n'existe plus. Elle approche doucement la main de son visage. Il retient son souffle bouleversé alors que les doigts de la jeune fille glissent délicatement sur sa joue. Sans le quitter des yeux, elle détache une chaîne de son cou et l'attache autour du sien. Il regarde la médaille qui pend au bout de la chaîne et interroge la jeune fille du regard. « Pour te porter chance. C'est Notre-Dame du Bon Secours. » La suite demain. Vous pouvez vous abonner.